Donc avançons, passons à notre 4e joueur pour aujourd'hui, et c'est Rudy Gobert. Donc on monte clairement en niveau, je pense, on va atteindre des hauteurs dans le classement plus hautes. Donc Rudy Gobert, 7 saisons sur la décennie, puisqu'il fait partie de la draft 2013, 11 points de moyenne et quasiment 30 minutes de jeu en moyenne sur la décennie, 14 000 minutes, c'est 114e meilleur total de la décennie, 474 matchs, une fois All-Star à peine sur cette décennie-là en question, en 2020, mais mine de rien, 2 All-NBA Team en 3e équipe, 2019 et 2020, 2 fois défenseur de l'année 2018 et 2019, 4 fois All-Defensive première équipe. Enfin bref, on connaît un peu le personnage. Et là, je ne cite les chiffres et les récompenses que pour la décennie qui nous intéresse, évidemment. Au niveau de NBA Draft.net, ils avaient pensé à Sean Bradley. Oui, bah non. On est d'accord. Draft Express, il n'y a pas de comparaison. Par contre, au niveau des surnoms, on avait The Stifle Tower. Bon, bah, tu connais évidemment. Classique, ouais. Godzilla. Est-ce que tu connais Godzilla? Je pense que je l'ai entendu, ou lu plutôt, je pense, quand même. The French Rejection. Oui, ça j'ai entendu celui-là. Et The Gobert Report, alors ça, j'ai jamais entendu par contre. Bref, donc son parcours, draft 2013, bien sûr. Une première année 2014, du coup, où il a à peine 21 ans, il fait une quarantaine de matchs et il joue pas beaucoup, 9 minutes par match, donc vraiment, il s'adapte, première année à s'adapter. 2015, il est déjà à 25 minutes par match, mine de rien. Il commence un peu à avoir un petit rôle, et d'ailleurs, c'est cette année-là, 2015, où on commence à voir des analystes pertinents, un peu hipsters, à dire « Ah bah tiens, regardez, c'est quand même pas mal, les chiffres, ils sont pas mal, il y a un potentiel assez énorme. » Donc ça, c'est 2015. Et puis, il finit titulaire, d'ailleurs, cette année-là. Il devient titulaire en fin 2015. L'année 2016, titulaire plein temps, 32 minutes par match. Et Utah manque les playoffs de très très peu, finalement. 2017, ils font les playoffs, enfin, avec Gobert notamment. Ça passe contre les Clippers et ça perd contre KD et les Warriors au 2e tour. 2018, il y a l'arrivée de Donovan Mitchell et Ricky Rubio, qui remplacent George Hill et Gordon Hayward. Mais ça passe pas le 2e tour en playoff, puisqu'ils battent OKC, mais ensuite ils perdent contre le grand Houston, donc pas de honte non plus cette année-là à être éliminé. Après Golden State, c'est Houston. 2019, Houston également, là encore, pas de honte, il me semble. 2020, après, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus dommage, puisqu'ils sont éliminés en 7 matchs contre Denver, avec au premier tour, dans la bulle, avec ce fameux tir au buzzer de Mike Conley qui rebondit, mais qui ne rentre pas dans le panier. Donc voilà pour globalement son parcours rapidement sur cette décennie. Je suis pas allé plus loin parce qu'évidemment on connaît quand même pas mal nous Rudy Gobert parce qu'il est français, mais en plus il est une star. Je pense que pour te lancer un peu sur le profil, il va falloir faire quand même un peu attention aux biais de mémoire récentes, si je peux dire, puisque 2021 et 2022, il est plus fort que jamais, mais malheureusement ça ne rentre pas dans notre décennie. Mais quand même si on enlève ça, on a quand même toute une moitié de décennie très très forte. Alors effectivement, même si on enlève les 2 dernières années, tu restes quand même sur un niveau défensif qu'on pourra dire c'est pas juste élite. Enfin, il est élite déjà, mais alors faut peut-être enlever la première année et peut-être la deuxième, mais enfin, on est d'accord que là pour l'instant, Rudy Gobert, si on prend vraiment toute sa carrière, il est à compter dans les meilleurs défenseurs de tous les temps, je pense. Oui. Alors forcément, on rabote ces 2 dernières années, donc ça enlève un peu, mais quand même, je pense que sur ces autres années, je suis pas sûr que tu l'écartes de cette discussion des meilleurs défenseurs all-time, quoi. Et comme tu dis, en fait, il faut enlever 2015 où il est rookie, il joue pas, et 2016, un peu adaptation, on va dire, où il devient titulaire, mais il est encore avec un temps de jeu limité. Mais après, c'est vrai que à partir de 2017, 18, 19, 20, on a 4 saisons où il est à plus de 30 minutes par match, titulaire installé et dominant en défense déjà. Sachant que oui, 2022, il est meilleur qu'en 2017, mais en fait, déjà en 2017, il était ultra impactant et mine de rien, c'est un indicateur comme un autre. 2017, il est déjà 2e au défenseur de l'année. Faut s'en souvenir. Et donc, oui, 17-18, c'est pas comme 21-22, où je trouve qu'il est encore meilleur, évidemment. 21-22, c'est peut-être un niveau historique, on va dire. Mais 17, 18, 19, 20, il est quand même élite NBA, quoi. C'est ça, et enfin, élite, quoi. Je veux dire, c'est vraiment, on peut et déjà sur le domaine du jeu, le plus valuable en plus. Bah c'est ça, mais je veux dire, on est déjà même presque déjà dans le genre historique. Donc, quand on a un joueur qui a un élément historique qui est d'une force historique déjà dans ce classement, bon bah déjà forcément tu vas le mettre assez haut, quoi. Mais pourquoi il est élite, c'est parce que voilà, sa défense, ça va être une défense qui
qui a un impact sur l'équipe globale, quoi. C'est vraiment ce qui fait tout. Mais ça reste de la défense. La défense, ça reste quand même un truc un peu épineux parce que t'as quand même, quoi qu'il arrive, c'est plus collectif que l'attaque, quoi. Donc, c'est-à-dire, les responsabilités sont forcément un peu plus diluées qu'en attaque. Donc, tu prends la défense, tu prends... Tu veux dire que le même niveau sur un porteur de balle a plus de valeur que le même niveau sur un rim protector. Voilà, si tu me dis que Harden, c'est un attaquant historique, que Gobert, c'est un défenseur historique, et que tu leur dis, on va dire, entre guillemets, le même niveau de jeu des deux côtés, bah, Harden a plus d'impact pour moi. Oui. Donc déjà, il y a un peu une perte qu'il a de ce côté-là dans le classement par rapport à ces espèces de super attaquants que tu as dans le classement, quoi. Mais du coup, c'est pour ça qu'il a beau être historique en défense, il va quand même un peu payer le fait que ce soit un secteur un peu moins important que l'attaque à mes yeux. Et puis bon, en attaque, il est quand même pas, c'est pas un manche non plus, quoi. Je veux dire, certes, c'est très très limité, mais t'as quand même un vrai finisseur, t'as quand même un vrai gros poseur d'écran. Tu l'as évoqué pour J.R. Smith, mais dans le cas de Gobert, je pense, t'as aussi un côté, un impact offensif rien que par ses écrans et son jeu de, son jeu de rôle en fait, où alors qu'il y a quand même des limites, mais déjà ça c'est quand même très impactant. Donc c'est pas non plus un zéro en attaque, là où tu vois certains joueurs offensifs, tu peux leur dire, mais en vrai, oui, le gars, il vaut pour 110% de l'attaque, mais en fait, en défense, il vaut pour, enfin, il est très neutre, quoi, voire même négatif parfois. Oui, non, je suis d'accord que c'était pas non plus quelqu'un de négatif en attaque. Et les critiques ont peut-être été un peu exagérées, je trouve, hein, c'est que mon avis, on a déjà longuement parlé sur le Basket Lab, donc je vais pas le refaire, mais voilà, quand le problème de Utah, alors déjà, c'était pas la défense et c'était pas le coup de Rudy Gobert, c'est pas switché, c'était l'attaque. La défense, elle tenait bien au niveau des chiffres, c'est surtout l'attaque. Et au niveau de l'attaque, voilà, c'était aussi des années où non seulement tu avais Donovan Mitchell rookie et Ricky Rubio, donc pas vraiment des top attaquants, top scorers, top go-to guys, ce que tu veux, et tu faisais face à des défenses de Golden State ou de Houston qui étaient soit élite, soit en plus d'être élite avec des schémas en switch. Et avec Ricky Rubio pour punir des switches ou des trucs comme ça, bon, voilà, ok, il avait pas de post-up pour punir Gobert, et c'est dommage, mais c'était pas le principal, quoi. Et effectivement, je trouve qu'au-delà de la défense, et je vais y revenir sur la défense, mais en attaque, il a jamais été négatif, et ça compte aussi, quoi. Ah oui, complètement. Et puis bon, après, bon, on parle des playoffs, mais chaque fois, enfin, Utah était un peu quand même reconnu pour avoir cette malchance de toujours se taper, se tomber sur voilà, qu'ils ont toujours eu des gros morceaux face à eux. Alors oui, dans son jeu, il y a des comment dire, des limites, des choses où on peut pas y aller. Ce côté en défense de switch, ce côté d'un attaque de pas pouvoir punir, de pouvoir jouer poste bas, cette relative absence de spacing. D'accord, mais c'est des limites certes qui empêchent un plafond plus élevé, mais c'est juste ça t'empêche juste d'avoir un plafond, mais de taré mental, quoi. Enfin, ça t'empêche juste d'avoir une équipe qui est l'équivalent de Golden State Warriors, quoi, en fait. C'est un peu juste ça que t'as l'impression. Donc, ça serait quand même, tu peux pas lui reprocher, en fait. Tu peux dire c'est dommage, mais en aucun cas, ça fait baisser la valeur du joueur et de l'équipe, quoi, à mon sens, quoi. Bah, c'est vrai que, après, pour revenir un peu sur la défense, déjà, enfin, n'importe où on regarde, il y a des chiffres qui sont absolument hallucinants. Et le fait est que son profil de rim protector aussi, pourquoi est-ce que c'est extrêmement valuable, c'est qu'en fait, ça privait l'adversaire des tirs les plus rentables, qui sont les tirs au panier. Et au-delà même des tirs, c'était le fait de dissuader, et c'est encore le cas aujourd'hui, hein, de dissuader cette présence, cette aura qui fait que les gens soit vont dans la raquette mais ne tirent pas, soit ne vont pas dans la raquette. Et ça, c'est un vrai truc qu'on voit dans les chiffres où il est 99e centile depuis 5, 6, 7 ans, enfin je sais pas combien là, depuis 6 ans on va dire, depuis 2017. Il est élite 99e centile en termes de fréquence de tir autorisé dans la raquette, de par sa présence sur le terrain. Quand tu regardes les on-off, quand il est sur le terrain, les équipes elles prennent 15 fois moins de tirs au panier que ça ne peut être le cas quand il n'est pas sur le terrain. Donc il y a ça, il y a le côté, quand tu regardes l'efficacité autorisée, c'est pareil. Et puis ce qui est on peut regarder aussi du côté de certaines stats un peu all-in-one, encore une fois, qui ne sont pas parfaites, on le répète, mais qui sont un indicateur. Et notamment donc sur Basketball Index, donc ce fameux Defensive LeBron, donc une stat all-in-one qui s'appelle LeBron, qui donne la valeur en un chiffre. Au niveau des saisons défensives, c'est très simple, hein. Les 5 vraies saisons de Gobert sur cette décennie, elles sont toutes dans le top 23. Et c'est 23 sur plus de 2100 saisons de joueurs individuels. Donc, c'est quand même beaucoup.
pour des joueurs évidemment à plus de 1500 minutes sur la saison minimum, quoi. Donc bref, il a 5 saisons dans le top 23, dont évidemment la première de toute la décennie en termes d'impact défensif, donc assez balèze de ce côté-là, et on pourrait trouver plein de chiffres défensifs, mais il y a un autre qui m'intéresse aussi et pas mal, c'est que au-delà de la défense elle-même, si tu prends des chiffres de valeur globale du coup, et ça rejoint un peu sur ce qu'on dit sur à la fois la défense, mais l'attaque n'était pas si pénalisante que ça. Notamment, il y a une stat qui s'appelle le VORP, Value Over Replacement Player, et là-dessus, il fait des scores, notamment en 2 fois, il fait des scores de 4,7 et 4,8. Bon, ça ne veut rien dire le chiffre en lui-même, il n'y a pas d'unité. Juste pour vous dire que, par exemple, Russell Westbrook, sur la décennie, il fait 3 saisons en tout au-dessus de 4,7. Donc, c'est quand même pas si loin que ça. Et pour dire aussi que, ok, il y avait de la défense, mais finalement, il était tellement bon en défense que la valeur globale, et pas que en défense, elle était à ce point intéressante, quoi. Et pour vous dire aussi, autre point de référence à part Westbrook, qui donc a 3 saisons au-dessus de 4,7 et Gobert en a 2, 4,7 ou 4,8 en 2022, bah, c'est des saisons de Kevin Durant, Tatum ou Trae Young, qui sont top 10 en 2022. Donc voilà, c'est juste, encore une fois, c'est pas parfait, c'est pas de la précision exacte, c'est des indicateurs statistiques, mais qui sont là aussi pour recouper ce qu'on voit en match et ce qu'on vient d'expliquer. La défense était tellement forte et l'attaque pas si pénalisante que ça que on a l'impression que c'était un peu unidimensionnel de défense, mais en fait, le rendu final, c'était quand même un des top joueurs de NBA. Alors, peut-être pas top 5, évidemment, mais quand même un très, très, très bon joueur NBA. Oui, même, enfin, comme dit, il est élite dans le domaine le plus important de la défense, et lui-même, à lui seul, il est une défense collective. Ouais. C'est l'équivalent défensif, à mon sens, de James Harden, de ça, je pense que c'est lui. Après, comme dit, je mets plus de valeur à l'attaque que à la défense. Mais c'est pour dire à quel point il est fort en défense et que ouais, ça compte quand même pour beaucoup, quoi. Ouais. Après, bon, malheureusement, il y a qu'une demi-décennie de top niveau pour nous. Et du coup, dans le classement, où est-ce que tu le situerais ? Alors, je le mets. Je pense qu'avec mon raisonnement, il passe. Alors, il va très haut, hein, mais il dépasse pas Kevin Durant, Jimmy Butler, Anthony Davis. Après, là, je rentre sur Kyrie Irving, Blake Griffin, Kyle Lowry et Tony Parker. Comment tu mesures l'attaque par rapport à la défense, quoi ? C'est un peu ça. Comme j'ai tendance à favoriser l'attaque, je pense que je laisse Kyrie Irving devant. Je sais pas pourquoi j'hésite un peu avec Blake Griffin. Alors après, moi, je sais que toi, tu tiens bien plus haute estime Kyle Lowry que moi. Mais du coup, je mettrais Rudy Gobert devant Kyle Lowry. Et puis avec Blake Griffin, je suis un peu en hésitation. Je pense que je le mets devant quand même, mais vraiment pas sûr de moi. C'est vrai que Gobert, malgré donc seulement une demi-décennie, mais il a été transcendant à un point où Griffin n'a jamais été, quoi, finalement. Donc il y a un peu cet argument-là. Oui, je pense que si tu me parles de porter une équipe, on a vu un peu plus Rudy Gobert porter une équipe grâce à sa défense qu'on a vu Blake Griffin porter une équipe par son attaque, quoi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, non, bien sûr, parce qu'en plus il a été dans des contextes où il n'a pas eu l'occasion de porter l'équipe, quoi, presque. Oui, ça c'est un peu. Donc on est obligé un peu de le compter, quoi. Ouais. Mais tu vois, je sais pas, je suis pas contre, même si je suis pas forcément d'accord, mais finalement je commence à me dire que Jokic est un peu bas du coup, parce que mon point de référence était un peu Jokic. Moi, j'avais un peu envie de le mettre au niveau de Jokic et un cran en dessous de Jokic, parce que lui aussi a une demi-décennie, mais sauf que lui, il l'a fait dans un rôle de créateur offensif, qui est peut-être le seul rôle au-dessus pour moi du rim protector en termes de valeur. Et peut-être qu'il a été un chouïa moins bon au début, et puis ensuite meilleur dans son rôle. Donc, on va dire pour moi, c'est équivalent. Mais du coup, c'est vrai que je visais un peu pour le mettre en dessous de Jokic. Et du coup, je me demande si faudra peut-être pas les remonter les deux plus haut, quoi, parce que, ou alors descendre Griffin et Kyle Lowry, je ne sais pas. Jokic, il a combien d'années Je sais que c'est moi qui l'ai fait, mais. Jokic, il arrive en 2016, si je dis pas de bêtises, 2016, et ensuite il fait 17, 18, 19, 20, comme Gobert. En fait, il fait 4 saisons top niveau, quoi. Et Gobert, il a pas une saison de plus top niveau Non. Parce que je crois que les deux pour faire une première année, on les voit pas trop. Non, il n'y a pas de. C'est en termes de saison très valuable, non. Alors, okay. Ça dépend. Gobert, il fait une 2015 où il devient titulaire, il monte des trucs, mais c'est pas non plus. Oui, c'est vrai qu'on raconte pas trop ça là. Okay. Voilà, quoi.
2016, pardon, je voulais dire. Mais non, pour moi, c'est 4 saisons pareilles, avec encore une fois, au début, Gobert est plus fort dans son rôle que Jokic en 2017-18, mais ensuite Jokic est meilleur. Et en plus, il y a ce côté, le créateur offensif, c'est quand même plus important, et c'est le seul rôle plus important pour moi que le rim protector. Donc je mettrais peut-être l'avantage à Jokic, mais comme je dis, c'est peut-être pas impossible qu'ensuite on bouge le classement par rapport à ça. En fait, je pense que moi je descendrais par rapport à ce que j'ai dit Gobert, parce que quand j'ai parlé, j'ai pas trop fait attention au nombre d'années. Et donc en cumulé, parce que je crois que Griffin t'as plus ou moins tout son prime qui est dans la décennie, c'est ça, hein? À peu près, ouais, avec quelques trous quand même, mais non, mais ouais, il y a tout qui est dans la décennie. Ouais. Ouais, bon, Kyle Lowry, j'en parle pas trop. Tony Parker, lui, il a aussi un peu tout son prime. Effectivement, si on avait eu 10 ans du Gobert dont on parle là, je le mets derrière Kyrie Irving et avant Blake Griffin sans problème. Parce que tu vois, bon, Tony Parker, on l'avait fait ensemble au premier épisode. Je l'avais pas mal défendu, mais finalement, Tony Parker, il y a quoi 5 saisons de très très bon niveau. Et pour moi, sur ces 5 saisons, il n'a pas eu un niveau aussi bon que Jokic sur ces 4 et que Gobert sur ces 4. Je suis assez d'accord. Je pense qu'on peut descendre un peu Lowry et Parker. Je mets Lowry pour t'embêter. Lowry, je suis pas encore décidé. Lowry, je voulais le monter devant Griffin, moi. En plus, j'avais Antoine qui était dans mon sens, donc ça m'a rassuré. Est-ce que, alors, déjà, on est d'accord, on met Gobert à côté de Jokic, peut-être un peu un cran en dessous, du coup? Oui, enfin, moi, presque, on pourrait presque dire que Jokic est un peu l'inverse, enfin, pas le négatif, mais je veux dire la version offensive de Gobert et inversement. Oui. Et comme Gobert, je donne vraiment la primeur à l'attaque. J'aurais tendance à mécaniquement mettre Jokic devant. Écoute, je vais pas me précipiter, je vais mettre Gobert là avec Jokic en sachant que je vais sonder, je vais voir, mais c'est pas impossible qu'on remonte Jokic et Gobert. Effectivement. C'est pas impossible. Est-ce que ça te va si on fait ça? Et du coup, on met Gobert en dessous de Jokic. Et devant Ibaka, devant Holiday, devant Kevin Love, ça, y a pas de souci. Oui, ça, je pense qu'il y a question se pose pas trop, je pense. Ok, alors faisons ça, on finit par un petit quiz. Alors, justement, j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, se rappeler des noms des équipes, il sait pas faire, il a pas une bonne mémoire. Par contre, c'est un spécialiste de draft, quand même. Ouais. Donc, quiz pour toi. Qui est drafté avant? Tu vas me citer des joueurs qui sont draftés avant Rudy Gobert, qui est le 27e pick de la draft 2013. Donc, il y a quand même pas mal de noms à citer, mais une fois que tu auras pris dans ta tête l'idée de quel draft c'est et que tu vas t'en souvenir, il y a pas mal de noms très connus et je pourrais t'aider. On est d'accord que c'est la pire draft, une des pires drafts de tous les temps, ça. Exactement, qui a sorti de joueurs all-time que sont Gobert et Antetokounmpo. Ouais. tu te souviens du premier choix de draft en qui t'avais cru, n'est-ce pas? Allez, vas-y, cite les noms, juste pas de commentaires. Donc Anthony Bennett, ouais. Victor Oladipo. Ouais. Je sais plus qui était le 3, tiens. Ah si, Otto Porter. Exactement, ouais. Mais en vrai, ça m'aide dans l'ordre, c'est pas juste que je me la pète. Oui, c'est pour ça, ça vas-y. me facilite la vie dans ma tête. Cody Zeller. Ouais. Je sais plus où, il y a Julius Randle. Non, c'est l'année d'après, il y a Julius Randle. Non, ça là, c'est en 5, il y a un pivot de Phoenix. Ah, c'est Alex Len. Pardon. Exactement. Merci. Tu as Marcus Smart. Non, c'est la draft 2014, ça. Ah, mince alors. C'est un pivot qui allait à Philadelphie. Ah, bah du coup, on est sur du Nerlens Noel, du Ben McLemore. Exactement. Ensuite, je peux te citer les équipes. Détroit. C'était pas Stanley Johnson. Non, arrière Détroit. Kentavious Caldwell-Pope. Exactement. Meneur Utah. Trey Burke. Arrière Portland. CJ McCollum. Allez, est-ce que tu en as d'autres ou je continue les indices ou pas? Non, là, je suis sec, là. T'es sec? Ouais. Eh ben, on a pas mal de noms, alors. On avait un meneur aussi de Philadelphie, que moi, j'aimais pas beaucoup. Carter Williams. Ouais, on avait une légende vivante du scoring individuel, très, très, très individuel, évidemment. Marshon Brooks? Non. Un gaucher éternel qui, en fait, avait 35 ans déjà à l'époque, qui est passé par Minnesota et ensuite plus rien. Scoreur main gauche. Shabazz Mohamed. Shabazz Mohamed, évidemment. Tu l'as pas cité, mais Antetokounmpo, allez, je te le donne. Ensuite, mais j'arrive pas à me le mettre dans ce draft-là, tu vois. Ensuite, on a une grosse cuvée de pivots, et justement, Gobert a été drafté le dernier de tous ces pivots-là. Mais on a pas mal de pivots, on a un qui a atterri à OKC. Attends, il n'y a pas Fab Melo?
Non, Fabiano, c'est 2012. J'hésite entre Steven Adams Oui. et Cole Aldrich. Non, c'est Steven Adams. On en a un qui est atterri à Atlanta, un Brésilien d'ailleurs qui malheureusement s'est planté. Alors, c'est Lucas Nogueira? Exactement, Lucas Nogueira. On a un qui était défenseur de l'année, je crois, en NCAA, mais qui a atterri à Minnesota, qui a été backup à Minnesota longtemps, fac de Louisville. Gorgui Dieng. Gorgui Dieng, on en a un autre de pivot. Tout ça, c'est les gens draftés avant lui. Hein. Un autre pivot de Duke, qui fait partie d'une fratrie. C'est un Plumlee, Miles? Exactement, Mason. Donc ça fait quand même pas mal de pivots draftés avant. Et puis on a aussi un intérieur shooter de Gonzaga d'ailleurs, drafté par Boston. Si, c'est Olynyk. Kelly Olynyk. On a un défenseur qui a été très très bon à OKC, mais ensuite plus rien du tout, notamment parce qu'il n'y avait pas de shoot. André Robertson. André Robertson, exactement. Qui est-ce qui est devinable aussi? Alors on avait le futur Rajon Rondo aussi, je sais pas si tu te souviens. Si, Schroeder. Dennis Schroeder, effectivement. On a le fils d'un Hall of Famer du baseball, alors je sais pas si tu l'auras celui-là. Le fils de Barry Larkin, et donc Shane Larkin. Ah je connaissais Shane Larkin, je savais pas du tout qu'il avait un père baseballeur. Et son père est Hall of Famer au baseball. Et puis après, bon, je t'épargne les derniers. Alors, on avait du Sergei Karasev, que moi j'aimais bien. Tony Snell, drafté avant Gobert. On a du Solomon Hill. On a du Reggie Bullock. Et on a aussi Tim Hardaway Jr. Ouais. Ça fait du très beau monde. Et qui est drafté juste après? On a Livio Jean-Charles, MVP du Nike Hoop Summit, qui n'est jamais venu en NBA, je crois. Nedovic. Et surtout, on a Archie Goodwin, drafté juste après Gobert, mais bref. Donc voilà un peu pour qui est drafté avant Rudy Gobert en 2013.